Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bonjour Alain Marron. Bonjour. Vous êtes député régional écolo. Est-ce que Uber est en train de gagner la partie contre les taxis ? Alors, je ne sais pas s'ils sont en train de gagner la partie. Ce qui est clair, c'est que Uber, c'est une plateforme mondiale et que leur ambition et leur intention, c'est de devenir la plateforme de taxi du monde entier et qu'ils visent une situation monopolistique là-dessus. Ouais. Alors, mais donc le Bruxelles, plan de Pascal Smet, dont on a pris connaissance hier grâce à des fuites, est-ce qu'il va dans le sens d'Uber ? il va dans le sens d'Uber, oui, clairement, puisqu'il régularise et il légalise la situation de Uber. Alors que jusqu'à présent, en fait, à Bruxelles, Uber était interdit. On était dans une zone grise, voire tout à fait illégale, et que là, visiblement, les intentions de M. Smet, c'est de légaliser, régulariser Uber. Et ce n'est pas une bonne option de se dire, tiens, on ne va pas pouvoir réellement complètement l'interdire, on voit bien que ça fonctionne déjà, que des milliers de Bruxellois l'empruntent chaque mois, et donc il vaut mieux essayer de réguler que d'essayer d'abattre quelque chose qu'on n'arrivera pas à abattre. Alors, qu'on régule et qu'on laisse exister Uber, soit. Ce qui ne va pas dans ce qui est proposé, c'est le différentiel de traitement, puisque les taximens vont continuer à subir un certain nombre d'obligations. Tout le monde ne peut pas devenir taximan comme ça, en fait. Il faut avoir une licence, payer des charges. Oui, passer des examens, etc. On a une licence provisoire pendant 6 mois et puis à la longue, une licence définitive. Enfin, je veux dire, il y a des exigences importantes. Maintenant, un nouveau taximètre numérique, des choses comme ça. Donc, d'un côté, des exigences fortes pour assurer, en fait, la qualité. C'est ça l'objectif. Et d'un autre côté, des exigences très très faibles, même sur le véhicule, etc. Ouais. C'est vraiment des exigences minimalistes. Même si, donc, ce qui va pas, c'est le différentiel de traitement. Même si dans la note de Pascal Smet, on oblige les chauffeurs à avoir au moins 21 ans, à avoir une assurance, à ce que le véhicule ait moins de 10 ans. N'empêche, les exigences sont beaucoup plus faibles. Il n'y a aucune certification préalable, il n'y a aucun examen à passer, etc. Pourquoi est-ce que les chauffeurs de taxi doivent passer un examen et pas les chauffeurs Uber? Les clients de Uber n'ont pas droit à la même qualité que les clients des taxis. Ça ne va pas. Je veux dire, qu'on autorise Uber, soit, c'est une réalité, ça fonctionne, une plateforme informatique électronique extrêmement performante, même si les sociétés de taxi développent aussi la leur qui fonctionne en fait tout aussi bien. Et que la région va créer une troisième, visiblement. Plateforme, je ne sais pas. Mais en tout cas, il existe déjà iCab qui fonctionne parfeitement avec un certain nombre de taxis bruxellois et qui offre les mêmes services qu'Uber. Uber n'a quand même pas tout à fait les mêmes facilités que les taxis. Ils ne peuvent pas emprunter les bandes de bus. Ils ne peuvent pas attendre aux terminaux, par exemple à la gare du Midi, là où il y a beaucoup de demandes. C'est normal puisqu'ils ne sont pas identifiés. Ouais. Si vous autorisez Uber à prendre Pascal Smet va quand même trop loin vis-à-vis d'Uber. Il va trop loin parce qu'il instaure et il fige un différentiel de traitement extrêmement important entre les exigences sur les taxis et les exigences sur Uber. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Vous seriez ministre de la mobilité à la place de Pascal Smet, vous faites quoi ? Égaliser, vraiment rendre égale la concurrence. C'est-à-dire que si on a des exigences en termes de qualité et de qualification, elles doivent être les mêmes pour les chauffeurs de Uber que pour les chauffeurs de taxi. Elles doivent être et ça, on peut réussir à le faire, imposer à Uber, société multinationale basée aux États-Unis qui emploie des chauffeurs mais qui font ça sur leur temps libre ou qui ont d'autres activités à côté. On peut imposer ce genre de réglementation. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? C'est facile à contrôler. Je veux dire, n'importe qui peut accéder à l'application Uber et voir qui est chauffeur de taxi. Donc, ce n'est pas impossible à contrôler. Il y a une visibilité de Uber, ne fût-ce que par son application, et une visibilité des chauffeurs. Donc, on sait contrôler les choses aussi. Donc, si on décide de réguler ce secteur, on doit le réguler globalement. Pour les taximens et pour les taxis officiels, je dirais, et pour les taxis Uber. Il n'y a pas de raison d'instaurer des différences de traitement comme ça. Le taxi, la voiture partagée, c'est l'avenir de la mobilité en ville ou pas? C'est partiellement l'avenir de la mobilité en ville. Donc, il faut encourager les voitures partagées et le taxi, mais de manière égalitaire, et donc pas au détriment des transports en commun, pour être clair, ni d'autres modes de déplacement actifs, mais en complément et pour encourager les gens à abandonner leur voiture. De temps en temps. Mais bien sûr, parce que je n'ai pas de voiture, donc moi je roule à vélo, à pied, je vais en transport en commun, et de temps en temps, évidemment, très régulièrement, j'utilise le taxi. Et Uber, vous avez déjà essayé? Non, j'ai jamais utilisé Uber, mais pour une simple et bonne raison d'abord, c'est illégal pour le moment, et ensuite, je trouve que le service rendu par les taxis, alors c'est vrai que souvent j'utilise ça le soir, est assez bon en fait. Moi, j'ai rarement de mauvaises surprises quand j'utilise le taxi. Le seul problème, c'est le prix. Mais c'est une activité à haute intensité de main-d'œuvre. On paye essentiellement, en fait, le travail du chauffeur. Et donc ça, voilà, tout ce qu'on doit payer comme produits et services qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre coûte relativement cher. C'est une réalité. Ça veut dire que les écolos vont interpeller le ministre de la Mobilité au Parlement régional? Sans aucun doute. Je suis sûr que ma collègue Céline Delforge se fera un plaisir d'interpeller le ministre. Pascal Smet, c'est un bon ministre de la Mobilité ou pas? En tout cas, c'est un ministre qui fait beaucoup d'annonces.
Ça, c'est sûr. On l'entend annoncer à tort et à travers des plans. Ici, il y a un plan taxi qui sort, qui visiblement n'a pas encore été concerté, ne fait pas l'objet d'accord, voilà. Et donc, qui est rue dans les brancards dans tous les sens. C'est monsieur annonce et monsieur communication. Sur les résultats, on verra. Pour le moment, l'accent est quand même fort mis sur la mobilité souterraine. Et il y a relativement peu d'avancées sur la mobilité en surface. Ouais, donc là, un projet de métro, mais ça c'était déjà sous l'ancien gouvernement. Le tunnel Mézère, etc. Ouais. Tout ça est confirmé et va encore plus loin. Et ça coûte très très cher. Il y a des vrais problèmes pour financer ça à long terme. Et puis, on voit de manière assez surprenante M. Smet plier face aux communes, en fait. Alors que de prime abord, on se dirait, tiens, un ministre flamand est plutôt... Ils sont plutôt anti-communes, non municipalistes. Et là, on voit que par rapport à la ville de Bruxelles, par rapport à la commune d'Ixelles, en fait, M. Smet plie pour des intérêts très, très locaux. Concrètement, ça veut dire que vous le soupçonnez de renoncer à la tramification du 71 ? Oui, bien entendu. Et il renonce à faire passer le tram 71 par le centre-ville. L'objectif du tram 71, c'était d'amener les gens de l'ULB, XL, etc., mais de les amener au centre-ville, gare centrale, centre-ville, et puis tour et taxi. Et ça, visiblement, c'est tombé à l'eau. Pourquoi ? Juste parce que la ville de Bruxelles ne veut plus faire passer un tram parce qu'elle considère que ce n'est pas compatible avec son plan pour piétoniser le centre-ville. C'est un vrai problème. Ce n'est pas une vision d'intérêt régional, ça. Ça, c'est juste la vision pour promouvoir le commerce, enfin, une certaine vision du commerce et du déplacement dans l'hypercentre promu par la ville de Bruxelles. Alors, c'est un problème. Quand on habite Saint-Gilles, comme vous, est-ce qu'on se préoccupe du survol des avions ou pas ? Ah, de plus en plus, ça je vous le garantis. Depuis le plan Watley, dans le bas de Saint-Gilles, on est intensivement survolé. Donc ça, je le vis quotidiennement. Ça veut dire que la notification des nouvelles routes, elles rentreront en vigueur début avril, mais la notification aujourd'hui vers les compagnies aériennes, c'est une bonne nouvelle, c'est un pas de plus dans la bonne direction dans ce dossier ? Oui, c'est pas une surprise, hein, c'est ce qui était tout à fait attendu. Le plan Watley, voilà, ne va plus c'est une bonne nouvelle pour Saint-Gilles. Est-ce que c'est pas une très mauvaise nouvelle pour ceux qui habitent l'est de Bruxelles, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, et puis au-delà, Kruinen, Mozambique ? Le retour de la concentration le sur l'Est. Retour au plan précédent. Donc le plan précédent n'était pas un plan dénué de défauts. Il a des défauts. Néanmoins, le plan Watley, c'était encore pire, puisqu'on faisait passer encore plus de vols sur des zones très densément peuplées. Et donc nous, ce qu'on a demandé, c'est un moratoire. Donc on en revient à la situation antérieure, mais on réfléchit à plus long terme. Et donc là, je vois par exemple des collectifs qui maintenant font des propositions sur Zaventem même, comment faire pour réaménager les pistes, investir dans l'aéroport de manière praticable pour essayer de faire en sorte de diminuer les nuisances à la source pour tous les Bruxellois. Donc, moratoire sur le plan Watley, et ça c'est en route. Après, réfléchissons à diminuer les nuisances pour tout le monde. Mais surtout, ne disons pas... Il y a un peu trop de nuisances à Woluwe-Saint-Pierre, ou beaucoup trop de nuisances, donc on va les envoyer sur le centre-ville ou sur d'autres... Mais c'est ce qui va se passer, c'est bien qu'à chaque fois, il y a des actions en justice, à chaque fois qu'il y a une nouvelle route qui est installée et qu'il y aura probablement de nouveau des actions en justice. Est-ce qu'on peut réellement penser que les nuisances vont diminuer alors que l'activité de l'aéroport est quelque chose d'important, notamment pour la région flamande, et qu'on vient par exemple d'annoncer que DHL allait faire des investissements à Bruxelles nationale ? Je pense qu'à un moment, il faut avoir le courage politique de dire, y compris dans le cadre d'une concertation entre les régions et avec l'État fédéral, qu'on ne peut pas développer indéfiniment un aéroport qui est si proche du centre-ville. On doit restreindre l'activité à l'aéroport ou la limiter ou l'encadrer ? Il y a un moment, elle doit être encadrée, c'est clair. Sur les vols de nuit, c'est très clair. Sur l'interdiction de vol jusqu'à 7 h du matin, une véritable nuit, oui, c'est clair là-dessus. Il faut trouver l'équilibre entre l'économie et l'environnement, c'est évident, mais pour le moment, l'environnement, peu de gens s'en préoccupent. Or, il faut que ce soit aussi au centre. En fait, peu de gens s'en préoccupent, sauf les habitants quand ils sont survolés, qu'ils subissent la nuisance et qui commencent à s'agiter. Et alors, les partis politiques disent oui, c'est vrai, mais sont eux-mêmes dans leurs propres contradictions. Donc, pour nous, il faut résoudre les problèmes à la source, y compris au niveau du développement de l'aéroport. On ne peut pas le développer indéfiniment, multiplier les rotations et faire voler les avions la nuit. Ça, ce n'est pas possible. Alors, gros sujet de la semaine, la lutte contre l'antisémitisme après les attentats à Copenhague, au Danemark. Vous avez vu cette vidéo de juifs, notamment bruxellois, qui se demandent s'ils doivent partir ? Oui, je l'ai vue. Elle vous choque ou pas ? Elle est effrayante, elle m'interpelle en fait. Je me dis, si on en arrive à une situation où en région bruxelloise, des juifs doivent se dire « je me sens tellement en insécurité que je réfléchis à partir », mais bientôt des noirs,
pourrait se dire « je subis trop de racisme ici à Bruxelles, donc je vais repartir ». Ou des Arabes, etc., etc. Où va-t-on ? Je veux dire, Bruxelles est la ville de tous ses habitants et elle doit être la ville de tous ses habitants. C'est un enjeu fondamental, y compris évidemment les personnes de confession juive. Henri Goldman, qui est à votre place hier midi, disait on ne peut pas dissocier la lutte contre l'antisémitisme de la lutte contre l'islamophobie parce qu'il y a une concurrence symbolique entre les deux et donc on doit lier les deux phénomènes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Il y a un lien entre les deux, c'est une évidence, parce qu'en fait, il est ressenti par les personnes. Je veux dire, les Juifs disent, certains Juifs disent, quand même, il y a une certaine forme de tolérance par rapport à l'antisémitisme et pas par rapport à l'islamophobie, et réciproquement. Certains musulmans disent, oulala, dès qu'on touche aux Juifs, plus rien ne va, mais par contre, nous subissons des discriminations au quotidien. C'est une réalité, il faut voir le problème globalement. Donc ça veut dire qu'on doit avoir tolérance zéro sur les deux phénomènes ? Sur toutes les formes de racisme, en fait. Et j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas... pour le moment, on est très focalisé sur les religions, mais essayer de trouver du travail ou un logement quand vous êtes noir de peau, par exemple, eh bien, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est une réalité aussi. Donc, il y a un vrai problème de cohésion sociale dans cette ville, voilà, qui est maintenant très crûment apparu suite aux attentats. Et il faut traiter ça sur toutes les facettes. La facette du logement, la facette de l'emploi, mais aussi les facettes de vivre ensemble dans la ville. Encourager des projets qui font que, certes, les communautés peuvent s'enrichir sur elles-mêmes, mais se rencontrer et mener des projets ensemble. C'est ça que les pouvoirs publics doivent encourager. Alors, vous venez de parler de logement. Est-ce que si le gouvernement fédéral maintient l'index sur les loyers, ça vous choque ? C'est choquant. Oui, c'est choquant. Ça ne va pas de dire les gens qui travaillent, on va bloquer l'augmentation de leurs revenus, alors que des gens qui touchent, c'est le saut d'index, alors que des gens qui touchent des revenus locatifs, eux, on va pouvoir continuer à augmenter leurs revenus. Même s'il y a beaucoup de propriétaires qui ont investi et qui estiment que s'il y a l'indice des prix qui augmente, c'est logique qu'ils aient des rentrées supplémentaires. C'est logique et ce n'est pas logique. Investir dans un logement, c'est quoi? C'est d'abord avoir un crédit hypothécaire dans la plupart des cas, même si on dit une société d'investissement. Mais le remboursement du crédit hypothécaire, il ne varie pas avec l'inflation. Hein. Il varie avec les taux d'intérêt ou il est fixe. Et donc, il est fixe, vous payez toujours la même chose, nonobstant l'inflation. L'inflation n'a rien à voir là-dessus. Donc il faut un saut d'index pour les loyers aussi, alors? Non, en fait, il ne faudrait pas de saut d'index du tout. Ça, c'est la solution. Et même le syndicat national des propriétaires, plutôt proche du MR, le dit maintenant. Il ne faut pas de saut d'index sur les propriétaires, mais il ne faut évidemment pas de saut d'index du tout sur les salaires. C'est ça le premier combat. Merci Alain Marron d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Raoul Edebo, le porte-parole du PTB, qui sera notre invité. À demain.